Bienvenue au projet de balado-diffusion Ça jase dans le rang. Je me présente François Potvin, conseiller en développement agricole à la MRC de Maria-Chapdelaine. Et moi, c'est Mélissa Véro, je suis agricultrice et travailleuse sociale. Le projet de balado Ça jase dans le rang est une initiative de la MRC de Maria-Chapdelaine et pour arriver à bien dans cette aventure, nous sommes joints l'entreprise de Mélissa Véro. La vraie nature, service psychosocial. Donc, Ça jase dans le rang, c'est un moment qu'on prend pour parler, pour se parler. On aborde des sujets vécus par les producteurs et productrices. On essaie de proposer des stratégies, des façons de faire pour avancer, pour surmonter les petites difficultés. Bien évidemment, on n'a pas la solution à tout, mais l'important derrière l'idée de ce balado, c'est vous. J'essaie de rendre utile à l'agréable. Quand je fais des jobs que j'aime, j'essaie tout le temps de les emmener dans les bons moments. C'est pour qu'ils voient le beau de ce que je fais. Parce que, tu sais, il y a tout le temps du négatif, mais j'essaie de leur montrer le beau de mon travail, puis c'est pour qu'ils apprennent à aimer ça. C'est un beau mode de vie. Fait que moi, c'est le plus beau métier du monde. Il faut l'apprivoiser, puis il faut voir les bons côtés. Nous autres, dans les grosses saisons, printemps-automne, on peut pas vraiment, pendant un mois et demi, là, l'horaire restreindre. Là. Les journées de pluie seulement, puis souvent, on s'en met à jour. Mais à partir de ces dates-ci, là, on tombe avec une fin de semaine sur 3 de travail. Puis ça, c'est vraiment plaisant. Là. On a des fins de semaine de 3 jours, des fins de semaine de 2 jours. Puis ensuite, c'est là qu'on travaille. Et puis, en production bovine, on n'est pas attaché à l'étable matin puis soir, là. On fait notre tournée de vache, puis tout est beau, on a notre journée. Fait que ça aide vraiment. Puis ça fait des mois de belles activités à faire en famille, là. Moi et ma blonde et ma fille, on va faire la tournée de vache ensemble, là. Des mois du beau moment. Bonjour Mélissa. Bonjour François. Bien content de te revoir encore aujourd'hui. On parle d'entrepreneuriat, persévérance entrepreneuriale, excuse-moi. Parce que dans le monde agricole, quoi qu'on commence à l'avoir acquis de plus en plus, mais un producteur agricole est un entrepreneur au même titre qu'un garagiste ou n'importe quelle autre personne en affaires, là, on se entend. Mm-hmm. Bien, effectivement, c'est que, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, les producteurs agricoles sont des entrepreneurs parce qu'ils gèrent dans le fond, des business. Puis aussitôt, dans le fond, que tu deviens quelqu'un qui est propriétaire d'une entreprise, bien, ton objectif maintenant n'est plus seulement que d'avoir une entreprise puis qu'elle reste la même à tout jamais, c'est qu'il va avoir souvent une notion de vouloir prendre la croissance et de développer, dans le fond, ces entreprises-là. Puis l'entrepreneur en tant que tel, bien, c'est quelqu'un qui va avoir une volonté de vouloir avoir une croissance. Juste le fait déjà de posséder une entreprise fait de soi, dans le fond, un entrepreneur parce qu'on fait un choix conscient de prendre cette responsabilité-là. Donc, la prise de responsabilité amène une pression, amène des choix. Puis, selon différents types d'entrepreneurs, bon, ben, il y a des gens qui vont plus aller vers des croissances de leur entreprise. Il y en a qui vont aller plus vers de la diversification. Il va y avoir différentes façons qu'un entrepreneur, en fait, va pouvoir se développer. Mais définitivement que les agriculteurs, maintenant, sont des entrepreneurs parce qu'ils ont des rôles qui sont multi. C'est beaucoup d'exigences au niveau opérationnel, au niveau relationnel. Ça prend des compétences énormes pour être capable maintenant d'être un bon entrepreneur. Ça prend beaucoup de notions au niveau de la gestion aussi d'une entreprise agricole. Oui, parce que là, on leur demande pratiquement de tout faire. Si on revient là, quand même, peut-être nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, malgré qu'il y avait quand même une rigueur puis une difficulté, ils l'avaient quand même un petit peu plus facile dans le sens que on est loin des entreprises il y a 50, 60, 80 ans aujourd'hui, là, on s'entend. Là, tu sais, c'est le CV d'un agriculteur aujourd'hui est quand même beaucoup plus rempli. Là. Bien, c'est ça. Hein? C'est que maintenant, là, c'est beaucoup plus difficile d'être agriculteur aujourd'hui que même, tu sais, si on recule de pas tant d'années que ça, tu sais, plus les années avancent et plus le rôle d'être un agriculteur se complexifie. Être un agriculteur, en fait, tu sais, maintenant, bon, si on prend juste la dernière année, c'est la pression vient d'augmenter avec la hausse au niveau des taux d'intérêt. Mm-hmm. Fait que, mettons qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet,
gère, ben tu sais, pour certaines personnes, certaines entreprises, ça vient faire une différence parfois, là, juste dans la prochaine année, de 100 000 de plus de frais en intérêt. D'autres, ça va être 200 000, tu sais. Fait que c'est comme, présentement, on nous demande de constamment faire plus, mais avec moins. Donc, en plus de toutes les autres responsabilités qui viennent avec, et en plus de tous les autres problèmes actuellement qui font partie du monde agricole, comme toute l'inflation, le problème de main-d'œuvre, les changements climatiques. Donc, les agriculteurs ont besoin constamment de s'ajuster, ce qui demande énormément de capacité d'adaptation. Puis il y a beaucoup de choses dans lesquelles on fait face, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Donc, le sentiment, dans le fond, d'être comme pris par la vague, ça amène un sentiment d'impuissance, amène un sentiment de « ben j'ai-tu le choix? Est-ce que je peux faire quelque chose pour venir faire changer ça? » Puis tu sais, il ne faut pas oublier que les agriculteurs, tantôt quand on a parlé que les agriculteurs d'aujourd'hui sont maintenant des entrepreneurs, ben c'est que c'est des entrepreneurs, mais c'est des entrepreneurs qui sont très fusionnels avec leur entreprise. Oui. Parce qu'on est dans un contexte où est-ce que c'est les animaux qui dictent puis c'est la météo. C'est Dame Nature qui va dicter. Fait que ça va faire en sorte que, comme entrepreneur, ben, tu ne peux pas dire « je mets la switch à off, puis ciao, bye, tu sais, je m'en vais prendre... exact, je m'en vais une semaine en vacances ou juste, tu sais, des courtes périodes de fin de semaine. » Les producteurs sont toujours, tu sais, de garde pour leur entreprise. Puis même juste l'état de santé. Il y a des matins, on se lève, on file pas trop. « Ah, tiens, je vais prendre congé aujourd'hui. » L'agriculteur, il peut pas prendre juste une journée de congé parce qu'il file pas, il a mal à la tête, là. Faut... Bien, c'est ça. C'est qu'à quelque part, tu ne peux pas, dans le fond, être maître, prendre soin de toi en premier. C'est comme toujours ton troupeau, ton entreprise qui va dicter c'est quoi la chose à faire. Parce que les responsabilités sont tellement importantes et que si tu ne les prends pas, ces responsabilités-là, tu vas avoir des conséquences qui vont être énormes. Le producteur, l'exemple que tu donnes, le producteur qui ne file pas un matin puis qui se dit, bien, exemple, j'ai juste la gastro. Un matin, j'ai la gastro, mais tu sais, il faut quand même que j'aille traire mes vaches. Parce que si je ne me lève pas pour aller traire mes vaches puis que je n'ai pas personne d'autre qui peut le faire, bien là, ça va être catastrophique. Donc, les producteurs sont constamment en train de tolérer des situations que monsieur, madame, tout le monde ne tolère pas en général. C'est de là que je vois ton thème de la pression entrepreneuriale, où ce que même si tu n'es pas malade, tu dois craindre de ne pas l'être. Parce que tu le sais qu'il n'y a pas d'issue, là. Fait que, je commence à bien comprendre. C'est ça. Fait que ça amène le sentiment comme d'être coincé. Fait que c'est comme, tu sais, puis l'angle sous laquelle, dans le fond, que je te propose qu'on parle de la persévérance entrepreneuriale, ben tu sais, je te propose qu'on fasse d'abord, tu sais, comme une première petite lecture de, ben qu'est-ce qui fait dans la vie présentement qu'on va sentir justement, qu'on va se sentir coincé, qu'on va sentir de la pression. Parce que notre persévérance en tant qu'entrepreneur va beaucoup influencer par rapport à qu'est-ce qu'on priorise actuellement dans nos vies. Fait qu'on n'a pas toutes les mêmes réalités. On est tous avec des personnalités différentes. Donc, chaque personne a sa lecture du monde. Étant donné qu'on a des caractéristiques, on n'a pas les mêmes lunettes pour voir le monde, pour voir la réalité. Donc, puis même entre les hommes et les femmes, il y a vraiment beaucoup de différences aussi, tu sais. Fait que je te propose qu'on regarde, dans le fond, comme une première petite lecture de cette situation-là, mais plus en termes de comparaison, de voir, OK, comment, dans le fond, nous, dans la vie, on va venir installer nos priorités, quel choix on va faire, puis à partir de ça, on va pouvoir venir se situer après sur, OK, si on s'imagine une échelle de gradation au niveau de la persévérance entrepreneuriale, bien moi, où je me situe comme producteur, puis sont où les pièges par rapport à tout ça. Fait que c'est ce que je te propose qu'on regarde aujourd'hui. Moi, je te suis. Super. Je serais mal vu de dire le contraire. OK, bien c'est ça. Fait que, tu sais, premièrement, les agriculteurs d'aujourd'hui sont différents des agriculteurs, dans le fond, des générations comme passées. Fait que dans les générations passées, les agriculteurs avaient davantage un portrait d'être des gens qui étaient conservateurs. Fait qu'on les connaissait de vouloir maintenir une agriculture, mais tu sais, les gens avaient voulaient plus, dans le fond, d'avoir une agriculture qui était familiale, qui permettait d'aller chercher de la subsistance pour la famille et tout ça. Donc, les gens n'avaient pas nécessairement des objectifs de développer des grosses entreprises. Puis, au fur et à mesure que l'industrialisation est arrivée, bien, le rôle des agriculteurs a changé, puis le mode agricole est devenu beaucoup plus industrialisé, puis aujourd'hui, on a beaucoup plus une influence de l'industrie, des grosses fermes qui vient, dans le fond, influencer notre marché présentement. Ce que ça a, dans le fond, comme impact, c'est qu'aujourd'hui,
les humains, en général, on va beaucoup viser pour atteindre de la croissance, du développement, réaliser des choses importantes dans nos vies. Fait qu'on a tous le besoin de se sentir compétent à la fin d'une journée, puis de sentir qu'on a réalisé quelque chose qui est important pour soi. Sauf que comment on fait pour savoir c'est quoi qui est important pour soi? Fait que c'est de là, dans le fond, arrivent les questionnements au niveau de, qu'est-ce que moi je veux dans ma vie? Puis moi, ça m'arrive souvent avec les gens que je rencontre en consultation, que je vais leur poser comme question, tu sais, est-ce que toi, si demain ta vie s'arrêtait, est-ce que tu serais satisfait des choix que tu as faits, de qu'est-ce que tu as réalisé? Oh! Fait que, tu sais, oui, qu'on se pose la question à chaque jour, de voir, OK, qu'est-ce qui ferait en sorte que je serais content d'avoir fait ma journée aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais avoir réalisé qui va me permettre d'avoir ce sentiment-là de satisfaction? Mais dans une vie, parce que c'est important dans une vie de faire des choix qui vont être porteurs de sens, qui vont nous amener quelque part. Parce que c'est tout ça qui va nous permettre, dans le fond, de générer de l'énergie, qui va faire en sorte que cette énergie-là, on va affronter des choses difficiles, puis on va se réaliser, on va se construire comme personne à travers tout ça. Fait que tous les humains, c'est quelque chose qui est connu puis qui est quelque chose d'unanime, peu importe notre position géographique au niveau de la planète, peu importe notre statut socio-économique, tous les humains, dans le fond, veulent avoir du développement, veulent avoir de la croissance, veulent évoluer vers des choses qui sont importantes pour eux. Par contre, les choses importantes ne sont pas toutes pareilles. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'actuellement, on est un petit peu influencé par... Différents facteurs. Les différents. Oui, mais arrive plus régulièrement, dans le fond, les crises existentielles. Oh, OK. C'est, dans le fond, le vouloir de changer sa vie. C'est avant, tu sais, il y avait 20 ans, de vouloir quitter le monde agricole puis de se dire que c'est plus quelque chose qui me correspond. Bien, il y a 20 ans, les gens ne se permettaient même pas d'avoir la question parce que c'était pas accepté socialement. Si tu reprenais l'entreprise de ton père qui avait appartenu à ton grand-père, puis tu étais peut-être la 3e, 4e, 5e génération. Puis souvent, tu avais comme été choisi par les parents pour dire c'est toi. Il y avait un autre genre de pression, là. Exactement. Fait que, tu sais, il y avait l'idée de vendre son entreprise familiale venait avec une forte dose, dans le fond, de charge émotive négative, avec beaucoup de culpabilité, puis avec un sentiment de trahison, puis envers, tu sais, comme toute la famille, mais la famille élargie aussi. C'est comme, OK, lui, il a hérité d'une entreprise qui vaut des millions. Fait que c'est comme, c'est ça, c'est lui qui va en profiter, tandis que toutes les générations passées ont travaillé d'arrache-pied, puis ont mis le cœur sur la table pendant des années pour construire ça, puis que là, aujourd'hui, quelqu'un vienne comme profiter de cette richesse-là. Fait que c'est quelque chose qu'il y a 20 ans, là, c'était vraiment comme très, très mal vu. Par contre, aujourd'hui, avec l'élargissement des connaissances, que les valeurs changent aussi. On va beaucoup plus vers des valeurs de vouloir vivre du bien-être aussi. Fait qu'aujourd'hui, de tolérer une situation qui ne nous convient plus, on a beaucoup moins de tolérance à des situations négatives qu'on en avait anciennement. Anciennement, les gens travaillaient plus dur. Il y avait plus de souffrance. On travaillait plus dur physiquement. On avait à faire face à des affaires qui étaient tough dans la vie, mais c'était ça pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'était comme, on se retrousse les manches puis on fait avec. Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme si on avait idéalisé le fait que l'objectif dans une vie est d'atteindre le bonheur. Mais le bonheur dans une vie, c'est juste une petite fenêtre, en fait. C'est que l'objectif, on ne devrait jamais avoir comme objectif d'atteindre le bonheur parce que c'est pas quelque chose qu'on peut maintenir. Ah non, on peut pas être dans le bonheur du matin au soir. Tu sais, puis moi, souvent, quand je travaille beaucoup avec les enfants, puis même avec les adultes, j'utilise les mêmes 5 émotions. C'est que je m'inspire du film Sans dessus dessous parce que je trouve qu'ils sont très bien comme identifiés, puis sont faciles à reconnaître. C'est que, tu sais, chez l'être humain, il y a 5 émotions principales. Puis dans ces 5 émotions-là, je vais vous les nommer rapidement. Il y a la colère, il y a la tristesse, il y a le dégoût, il y a la peur, puis l'autre, c'est la joie. Fait que sur, dans le fond, 5 émotions, on en a 4, dans le fond, qui sont des émotions qui ne sont pas agréables à vivre. Donc, on pourrait qualifier comme étant des émotions négatives. Donc, la seule émotion positive qui est agréable à vivre, c'est la joie. Fait que si mon objectif dans la vie est de toujours ressentir de la joie, automatiquement, je vais être malheureux parce que c'est impossible. C'est pas ça la vie. La vie est faite, dans le fond, de 5 émotions, dont 80% d'entre elles sont des émotions qui sont pas le fun à vivre. Donc, c'est un piège de penser que je dois avoir comme objectif de viser, dans le fond, d'être heureux, de viser d'avoir le bonheur. Parce que
c'est ça qui est relatif aussi. C'est que quand je vais avoir des périodes de bonheur, c'est quand je vais justement avoir fait des efforts, où je vais avoir vécu des émotions négatives, puis que je vais avoir réussi à surmonter, que je vais avoir toléré une certaine souffrance, où là, je vais me bâtir des outils, où là, je vais sentir que j'ai réalisé quelque chose d'important. Si à chaque jour, quand je me lève, que je réalise toujours la même chose, puis que cette chose-là, en fait, ne devient plus un challenge, ne devient plus un défi pour moi, que ça ne me demande plus d'aller puiser dans mes ressources personnelles, bien, ça va m'apporter moins de satisfaction que la première fois que je vais l'avoir faite, puis que là, je vais avoir rushé, puis que ça va avoir été dur, tu sais. Fait que c'est pour ça que l'être humain a toujours besoin d'aller comme se renouveler au niveau de ses défis, de continuer, dans le fond, de lui-même repousser, dans le fond, ses limites pour, justement, atteindre l'objectif de viser d'avoir une croissance, d'avoir du développement personnel, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on ressent que ça goûte bon, puis qu'on a le goût que ça reproduise. Mais c'est pas quelque chose de latent, c'est quelque chose qu'il faut toujours s'occuper, puis, tu sais, il faut comme jamais se perdre de vue par rapport à tout ça. OK. Ouais, c'est vrai que tu parlais des 5 valeurs tout à l'heure, c'est ça. Fait que juste la joie ou juste le bonheur, ça se peut pas, c'est pas vrai, là. Bien, c'est ça, c'est pas vrai, sauf que présentement, on est à l'ère, dans le fond, des réseaux sociaux. Donc, tu sais, anciennement... Tout le monde est joyeux, ces réseaux sociaux. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, c'est tellement, dans le fond, un piège parce que les gens vont prendre, dans le fond, tu sais, juste... C'est une photo, tu sais, juste du moment qu'eux décident bien de partager. Puis tout le monde veut nourrir, dans le fond, leur ego. Fait qu'on se mettra pas dans les réseaux sociaux, dans nos pires situations. On va se mettre dans les meilleures situations. Quand la maison est sans dessus-dessous, tout à l'envers. Puis voici, ouais, c'est rare qu'on voit ça, des maisons à l'envers, sur Facebook. Fait que, tu sais, tout ça, ça va comme amener, dans le fond, le fait que notre système de comparaison, quand on compare sa vie avec celle des autres, on a l'impression que nous, il nous manque un morceau. Regarde le gros tracteur, regarde l'étable qui vient de se bâtir, regarde, ouais. Exactement. C'est comme mon dos que chez le voisin, ça a de l'air. Fait que là, on va changer l'expression. Dans le temps, ils disaient la pelouse est plus verte chez le voisin, mais là, à cette heure, les réseaux sociaux, ils peuvent voir n'importe quoi, fait que c'est plus juste la pelouse. Oui, exactement. Mais c'est toujours le même principe, c'est de voir ce que le voisin veut faire miroiter ou ce que le voisin fait briller. Là. Exactement. Fait que, tu sais, on en vient comme à se dire, bon, ben moi, je suis normal, dans le fond, dans ma vie, d'avoir comme juste ça. Puis là, ça fait comme installer le doute comme chez l'humain. Puis parce que l'humain, dans le fond, va constamment se remettre en question. Fait que c'est comme, on veut tout essayer de trouver c'est quoi la clé, justement, pour essayer de réaliser des choses difficiles. Puis là, on regarde les autres, puis on fait comme, mon Dieu, hey, cette personne-là, elle est vraiment hot. Moi aussi, je voudrais être comme elle. Puis là, on la regarde, puis elle a de l'air donc heureuse. Fait qu'on s'inspire de ces gens-là. Mais on ne prend pas compte que pour réaliser toutes ces choses-là, c'est qu'il y a d'autres choses qu'il faut mettre de côté dans une vie. Donc, ce que ça a comme impact, c'est que ben, on va vouloir se fixer des objectifs, mais ces objectifs-là ne sont pas nécessairement réalistes quand on est dans un mode de vie agricole. On va dans le fond poursuivre avec, je vais vous donner dans le fond l'exemple dans le fait, c'est qu'aujourd'hui, dans nos différents rôles, tu sais, oui, on peut être dans le fond des entrepreneurs agricoles, mais à travers tout ça, même la pression est un peu partout. Même au niveau, dans le fond, de la famille, dans le rôle d'être parent, il va y avoir un système de comparaison qui va s'installer. Donc, ça a un gros impact au niveau des parents qui sont des agriculteurs. Les parents, présentement, agriculteurs, sont quand même assez essoufflés. Parce que à cause du système de comparaison, ben on veut que nos enfants ne manquent de rien puis qu'ils ne vivent pas, dans le fond, des impacts négatifs du fait qu'on est des agriculteurs. Avec des horaires... C'est ça, atypique. Différent de la norme, là, ouais. Exactement, puis des gens qui travaillent beaucoup. Fait qu'automatiquement, si tu as des parents qui travaillent beaucoup, bien, ça va faire en sorte que les parents vont avoir moins, dans le fond, d'espace-temps pour être en mesure d'offrir des activités à nos enfants. Une semaine dans le sud durant l'hiver, les 2 semaines à la plage durant l'été. C'est trop long. 2 semaines de vacances en agriculture, c'est... Exactement. C'est rare. Exactement. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on veut, c'est que souvent, bien, comme parents, on va choisir d'aller vers, tu sais, on va vouloir que nos enfants aient quand même des activités parce qu'on veut qu'il y ait une vie stimulante, on veut leur permettre de sentir qu'ils sont comme les autres enfants. Comme les autres. Puis, il ne faut pas oublier que le nombre d'entreprises diminue aussi.
Donc, ça a comme impact que les jeunes dans nos familles sont beaucoup moins nombreux à vivre cette réalité-là. C'est pour ça le système de comparaison, tantôt, on parlait des médias sociaux, mais avant, tout le monde vivait comme une même réalité. Dans une classe des années 70 à Normandin ou Albanel, sur 30 élèves, tu devais en avoir 28 qui étaient en agriculture. Exactement. Il y avait toutes les mêmes vacances. Fait que c'est ça, il n'y en avait pas qui partaient la semaine. La comparaison était facile, ouais, c'est ça. Ou qui prenaient 2 semaines de vacances pendant qu'il fait beau et chaud pendant l'été. Oui, là, aujourd'hui, dans le fond, on peut facilement croire que c'est complètement inversé. C'est ça. Fait que pour eux autres, ils ont l'impression qu'il manque quelque chose. Qu'ils sont comme défavorisés parce que leurs parents sont agriculteurs. Donc, comme parents, ça nous rajoute, dans le fond, une pression importante. Mais c'est ça. Fait que comme parents, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir compenser. On va dire, OK, je peux pas y offrir tout ça, mais je vais quand même le faire en les inscrivant à certaines activités. Fait que là, comme parents, ce qu'on va faire, c'est que là, on va les inscrire, ici, on le sait, l'équitation, le hockey, c'est les cours de danse, c'est les cours d'un petit peu partout. Sauf que c'est tout, dans le fond, des activités qui demandent quand même de l'investissement, même si c'est pas de partir 2 semaines, c'est au quotidien, puis c'est sur une plus longue période. Fait qu'on parle plus du moyen-long terme. Mais tu sais, on sait que sur une ferme, l'horaire, est dicté, on l'a nommé tantôt, par les animaux, par la météo. Fait que quand tu prolonges, en fait, ton temps de travail parce que tu as des obligations puis tu as une résolution de problème à faire, si tu arrives puis que tu as un animal, dans le fond, une vache qui a mal vêlé puis il n'y a pas le choix, il faut que tu t'en occupes parce qu'elle est en train de faire une fièvre de lait puis, tu sais, c'est comme c'est là, c'est la santé de ton troupeau. Fait que c'est sûr qu'au niveau de ta priorité, que ta fille, elle arrive en retard à son cours de danse qu'elle a toutes les semaines puis soigner ta vache, tu sais, comme producteur, entrepreneur, tu vas choisir de prioriser ton animal parce que là, c'est l'enjeu de la santé d'un animal. Mais ça a quand même un contre-coup parce que ça va faire en sorte que, comme parent, tu vas quand même savoir que tu vas décevoir ton enfant. Tu vas savoir que ça va avoir un impact aussi au niveau de la perception des autres. Le prof de danse va penser quoi de cet enfant-là qui arrive en retard? Puis ça se peut que ça arrive pas rien qu'une fois, tu sais. Fait que ça se peut que ça arrive quand même régulièrement. Fait que tout ça, dans le fond, contribue à augmenter le stress, la pression qu'on a chez, présentement, nos entrepreneurs. Tu sais, j'ai lu dernièrement un article que Pierrette Desrosiers avait fait dans la presse en mars, dans le fond, dernier. Puis, tu sais, elle, qu'est-ce qu'elle nommait? Puis j'ai accroché là-dessus. Elle disait, présentement, on essaye de vivre 3 vies dans une vie. Fait que, tu sais, on peut bien être essoufflé. Fait que, tu sais, quand on comprend ça, c'est qu'à quelque part, on va se rendre malheureux à voir tout ce qui existe autour de nous, puis que finalement, qui ne nous semble pas accessible. C'est qu'on voudrait, dans le fond, avoir une vie bien remplie, comme le présentent les médias sociaux. On voudrait voyager, on voudrait avoir plus de loisirs, on veut atteindre des buts importants dans nos vies. Mais quand tu es un agriculteur, quand tu es un entrepreneur agricole, tout ça, ça ne rentre pas dans la réalité du mode de vie agricole. Donc, la comparaison, en fait, c'est davantage un ingrédient du malheur. Fait que le cerveau, face à diverses possibilités, va être influencé par l'histoire des autres, puis on va se dire que si les autres le font, moi aussi, je peux le faire. Donc, le cerveau va travailler à se construire l'image d'une vie qu'aucun agriculteur est capable de suivre. Capable, puis qui n'est pas la leur non plus. Tu sais, tantôt, tu disais qu'on essaie de tout avoir, et on essaie d'avoir tout. Tu faisais la comparaison qu'on avait 3 vies, mais c'est aucunement utile, là. Non, mais c'est ça. C'est que ça va demander, dans le fond, de faire des deuils importants puis de faire des choix. Mais c'est ça. Parce qu'on voudrait éviter, dans le fond, de vivre des émotions négatives. On n'aime pas faire des deuils. Ouais. Puis choisir, c'est renoncer à quelque chose. Ouais. Donc, quand tu fais le choix d'être un entrepreneur agricole, présentement, tu es comme un petit peu à l'encontre des valeurs qui sont véhiculées, qui sont valorisées présentement dans la société. Fait qu'on va beaucoup présentement valoriser les valeurs de liberté. Mais quand tu es agriculteur, il y a plein de choses qui font en sorte que tu as une liberté parce que tu choisis, dans le fond, ton contexte de travail, puis tu as fait plein de choix qui t'ont amené là. Mais le fait, dans le fond, d'être beaucoup influencé par des facteurs sur lesquels tu n'as aucun contrôle va venir donner une impression qu'on est brimé au niveau de cette liberté-là.
Fait que, voilà. Fait que ça, je trouvais ça vraiment comme intéressant, là, qu'on puisse comprendre que la comparaison... Puis, tu sais, là-dedans, j'avais fait la réflexion en pensant aux voisins gonflables, tu sais, que là, on fait la comparaison avec monsieur, madame, tout le monde, mais on peut faire la comparaison avec nous autres, en producteurs aussi, qu'on est bien bons aussi là-dedans, tu sais. Oui, je pense que oui. Qu'on veut comme s'inspirer de comment les autres font, puis comment les gens, tu sais, valorisent l'entrepreneuriat, puis la prise de décision, puis c'est comme, hey, cette personne-là est capable de tolérer le risque, puis a pris toute une décision, puis tu sais, c'est comme, il y a quelque chose qu'on va valoriser là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de pièges. Fait que c'est là-dessus, dans le fond, que je poursuivrai comme avec l'échelle que j'ai parlé tantôt. Puis là, ça, c'est vraiment moi qui ai inventé ce terme-là. Là. Mettons, l'échelle de la persévérance entrepreneuriale. De Mélissa Véro. Oui, de Mélissa Véro. Que je me suis servi de ça parce que quand on vient évaluer, en fait, des traits... L'échelle de la persévérance, j'aime ça. Quand on vient, dans le fond, évaluer des traits de personnalité chez quelqu'un, on utilise ce genre d'échelle-là. Fait que ce genre d'échelle-là, c'est que si on avait le 50e percentile, qui était la moyenne, dans le fond, des personnes qui avaient une tendance à adopter X comportement, puis les personnes qui vont être en deçà du 50e percentile vont être des gens qui vont avoir moins tendance, exemple, à avoir des objectifs en termes de valoriser, pas de valoriser, mais de croître au niveau de leur entreprise. Donc, la persévérance entrepreneuriale va moins se définir au niveau de l'entreprise. Donc, on est comme, mettons, en deçà un peu des objectifs de vouloir de la croissance de son entreprise. Puis, on va avoir les gens qui vont être dans l'échelle au-dessus du 50e percentile, qui vont être des gens qui vont être au contraire, qui vont beaucoup se dévouer pour faire croître leur entreprise. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, comme je vous dis, c'est juste, dans le fond, moi, le langage que j'ai décidé d'adopter pour vous parler, dans le fond, des différents types d'entrepreneurs. Puis que les gens qui vont avoir moins de volonté de faire croître leur entreprise, bien, sont des gens qui sont peut-être, mettons, dans l'échelle plus du bas au niveau du développement entrepreneurial. Mais c'est pas parce que ce n'est pas des bons agriculteurs ou que c'est pas des bons gestionnaires. C'est que ça va être seulement... C'est ça, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Puis ça dépend, dans le fond, c'est quoi ton objectif en bout de ligne? Comment, toi, quel genre d'entrepreneur que tu veux être? Quel genre d'agriculteur? Puis ça va aussi beaucoup être défini par, bien, c'est quoi d'autre qui va faire partie de ta vie? Parce qu'il y a des gens qui vont faire des choix. Tu sais, tantôt, on a parlé, dans le fond, des choix par rapport à la famille, par rapport au couple, bien, qui vont faire le choix de, bien, mon entreprise, moi, je veux garder plus une échelle qui va être plus familiale. Donc, je vais dicter, dans le fond, mes choix en fonction de ça. Fait que pour avoir, dans le fond, un peu plus de temps libre, puis qui vont venir, dans le fond, être influencés en fonction de qu'est-ce qui est important à ce moment-là pour eux. Puis ça peut jouer, hein. C'est pas parce qu'on est des gens qui, un jour, qu'on a voulu avoir une grosse croissance au niveau de notre entreprise qu'on va toujours rester là. Parce que la vie va faire en sorte qu'on va faire des remises en question et on va se repositionner. Puis que des fois, c'est comme, OK, moi, j'ai tellement misé pour que ma ferme grossisse, puis de prendre de la valeur, puis d'augmenter, dans le fond, mes activités sur la ferme. Puis à un moment donné, on pogne un obstacle, il arrive des événements qui font en sorte qu'on vit des périodes de crise, de détresse, et on remet en question, dans le fond, certaines activités. Et là, il y a un changement qui s'opère au niveau des valeurs. Et là, on peut basculer vers de l'autre côté, de vouloir faire croître l'entreprise, bien qu'on diminue, dans le fond, nos objectifs. Puis des fois, ça va être les choix qu'on va faire de façon volontaire, même de diminuer, dans le fond, certaines activités. L'autre pendant, qui est, dans le fond, les gens qui ont la volonté de vouloir faire croître leur entreprise. Présentement, on est beaucoup là-dedans. Parce que chez l'humain, je vous l'ai nommé tantôt, l'humain vise la croissance, vise à avoir du développement. Il s'est passé depuis les dernières années vraiment de la valorisation au niveau de construire des fermes qui sont de plus grande ampleur. Donc, on s'est beaucoup inspiré, en fait, du mode, dans le fond, agricole américain, des grosses fermes, où présentement, on nous a laissé comme sous-entendre que ça allait être ça, l'avenir de l'agriculture, et que si on allait vouloir passer au travers les années, qu'on n'aurait pas le choix de vouloir croître, de vouloir grossir nos entreprises pour pouvoir être capable de mieux s'en sortir au niveau financier. Puis, ce mouvement-là a été suivi en même temps par une ouverture au niveau des institutions financières. Donc, ça l'a fait en sorte qu'il va y avoir eu, dans le fond, la conjoncture qui va avoir permis aux producteurs qui le désiraient de réaliser comme des projets importants. Fait que réaliser ces projets importants-là, c'est comme, bien, c'est super, tu sais, c'est comme quand c'est ça qu'on vise dans nos vies, puis c'est vraiment comme intéressant, mais en même temps, ça vient pas comme sans risque.
Fait que il faut comme être conscient qu'il y a beaucoup de responsabilités qui arrivent avec ça. Fait que quand on décide, dans le fond, de prendre ce virage-là, de prendre la croissance, c'est qu'on vient aussi multiplier les responsabilités. Donc, on multiplie aussi les enjeux dans une entreprise. Mais dernièrement, bon, ça a été beaucoup comme valoriser l'expansion des grosses fermes en idéalisant justement en idéalisant ce mode agricole-là. À travers ça, il va y avoir toute la tolérance au risque qui va venir comme influencer là, l'ambition là, des entrepreneurs. Oui, parce que cette tolérance-là, elle doit être extrêmement variable d'un individu à un autre. Là. Exactement, exactement. Puis, tu sais, c'est pour ça que moi, je me suis posé comme question, bien, d'où viennent ces ambitions-là? Tu sais, oui, on veut donner du sens à notre vie, on veut atteindre des buts importants pour réussir, on veut réussir, tu sais, des défis importants. On veut se permettre de se construire, tu sais, comme humain. On sait que c'est ça qui nous permet, dans le fond, d'atteindre le bonheur, comme on a jasé tantôt, quand on réussit à faire des choses importantes pour nous. Mais quand est-ce que ça peut devenir comme malsain? Parce que on a juste, dans le fond, à attirer notre attention un petit peu sur les différents types de fermes qui se retrouvent dans notre secteur. Puis là, on est dans le secteur Maria-Chapdelaine, mais tu sais, c'est partout ailleurs comme ça au Québec. C'est que l'entrepreneur ambitieux aujourd'hui, bien, est comme très valorisé. C'est comme, on le trouve hot, puis tu sais, on regarde ces producteurs-là, puis on fait comme, hey, cette personne-là... C'est un synonyme de réussite, de bonheur, de... Ben c'est ça, c'est comme, hey, elle a réussi à tripler son entreprise, les bâtiments... Elle doit donc bien être heureuse. Les bâtiments se sont multipliés. Tu sais, c'est quelqu'un qui est impliqué dans des comités. C'est comme, cette personne-là a une tolérance physique, elle dort quasiment pas la nuit, elle est comme toujours très active. Fait qu'on va se dire, hey, ça, là, c'est un vrai homme d'affaires. Il est vraiment capable. Tu sais, on trouve que ces gens-là ont des grosses capacités, puis à quelque part, on va les valoriser. Sauf que une des choses qui est importante, c'est qu'en arrière de ces caractéristiques-là, dans le fond, de vouloir prendre tant d'expansion, il y a certaines situations où est-ce que ça peut présenter, dans le fond, un trouble de l'humeur. C'est que c'est un trouble de personnalité qui s'appelle le trouble bipolaire ou le trouble maniaco-dépressif, c'est la même chose. Fait que dans le fond, c'est que lorsqu'un actionnaire présente ces traits-là, la réalité au sein de son entreprise ou de sa famille, elle est tout autre. C'est comme de l'extérieur, on va percevoir que cette personne-là, elle va comme être vraiment comme hot, mais finalement, quand tu regardes comment ça se passe de l'intérieur, bien, ça a des enjeux importants. Fait que ce sont des gens, dans le fond, bien, je vais vous expliquer un petit peu 3 caractéristiques au niveau, dans le fond, des gens qui présentent la bipolarité. Puis, vous allez voir que vous allez vous retrouver, vous autres aussi, dans certaines caractéristiques. Parce que ce sont des traits que tous les entrepreneurs, à quelque part, présentent. Mais il y a un moment donné où est-ce que quand ça devient trop intense, où là, c'est dangereux qu'on peut tomber vers quelque chose, dans le fond, qui est de la santé mentale. Donc, ça peut toucher à peu près 3 à 4 de la population en général, mais c'est quelque chose, dans le fond, que c'est difficile d'avoir des données parce que ce sont des gens qui ne sont pas ouverts à les consulter. Donc, c'est des gens qui vont vouloir, comme toujours, continuer d'avancer puis qui vont être très réactionnels quand ils vont sentir qu'ils ont des bâtons dans les roues. Donc, si ces gens-là se font dire par leur entourage, parce que c'est l'entourage, généralement, qui va mettre les freins. Ça va être la conjointe ou ça va être le banquier ou, tu sais, ça va être l'entourage proche qui va venir dire, écoute, moi, je ne suis pas sûre que c'est une bonne décision, mais ils sont très, très contestataires par rapport à ça. Ils vont réagir très fortement. Donc, au niveau, dans le fond, des 3 caractéristiques, bien, c'est que ce sont des gens, dans le fond, qui, quand ils vont être dans leur phase de high, ils vont déborder d'énergie, ils vont avoir beaucoup d'idées, ils vont présenter de la confiance, mais ça va avoir comme impact que ces gens-là vont avoir tendance à se surestimer en sous-évaluant les difficultés. Donc, la personne va aussi présenter, dans le fond, une humeur qui va être instable. Donc, il va parfois, dans le fond, avoir des grands moments comme de bonheur où est-ce qu'il va être gonflé à bloc. Puis d'autres moments, il va être, dans le fond, il va présenter des gros sauts d'humeur. Donc, de tomber avec beaucoup d'irritabilité à d'autres périodes. Donc, c'est des gens qui ne présentent pas de limites, sauf celle imposée par son entourage. Fait que, puis l'entourage qui tente, dans le fond, de mettre des limites, comme je vous disais tantôt, c'est comme pas évident. Fait que ça veut même pas dire que ça va donner des résultats non plus. Deuxième élément, c'est que ces personnes-là sont des personnes qui sont très convaincues. Eux, dans leur façon, dans le fond, de percevoir leur rôle, c'est qu'ils sont convaincus que c'est la bonne chose pour eux. Puis, pour eux et pour leur entreprise, donc, ils vont être aussi des personnes qui vont être très convaincantes. Donc, ils vont avoir tendance à réagir même assez agressivement par rapport à la contestation quand ils sentent qu'ils vont être brimés dans leurs idées ou qu'on va remettre en question.
Fait qu'ils vont sûrement chercher à s'isoler de ces personnes-là. Bien, c'est ça, c'est que ça va créer beaucoup de conflits. Ouais. C'est pour ça que quand je vous disais qu'il va y avoir un revers, il va y avoir un coup par rapport à ça, c'est que souvent, dans le fond, ça va amener beaucoup de difficultés relationnelles. Fait que c'est comme dans les relations, mettons, de couple, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des conflits conjugaux. Des fois, c'est ces hommes-là que la conjointe est sur le bord de prendre la porte puis de partir puis de mettre fin à cette relation-là. C'est des gens que ça se peut que leurs enfants veulent même plus leur parler parce qu'ils sont tellement exigeants au travail puis toujours comme insatisfaits avec les sautes d'humeur à travers ça que les enfants font comme, ben regarde, moi, si c'est ça, moi, je me retire puis je veux plus rien savoir de mon père. Exemple, parce que c'est plus des caractéristiques masculines que je vous présente actuellement. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça. Puis, c'est des gens qui vont avoir de la misère à se garder des employés aussi, justement parce qu'ils sont difficiles à vivre. Ils sont difficiles. Il faut constamment que l'entourage s'adapte à eux et eux ne veulent pas beaucoup s'adapter aux autres. Puis, c'est des gens qui vont présenter aussi un goût du risque qui peut être très élevé. Donc, ils peuvent, dans le fond, amener à faire des dépenses excessives ou encore des comportements qui vont être nocifs pour eux autres. Donc, c'est des gens que quand ils sont sur un high, ça peut aussi se manifester par de l'abus, dans le fond, de boissons, de la consommation de drogue, des conduites dangereuses, des aventures extra-conjugales. Fait que ces gens-là, les choix vont être aussi influencés par leur impulsion comme du moment et leur goût, dans le fond, d'aller vers quelque chose, dans le fond, qui représente un risque. Donc, mais ça, ce que je vous dis, c'est au niveau comme des extrêmes, mais ça ne veut pas dire que parce que moi, je suis capable de prendre de tolérer un risque puis de prendre des décisions que je suis bipolaire. Parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup de traits, dans le fond, chez l'entrepreneur qui sont présents au niveau du trouble bipolaire. Sauf que l'affaire, c'est que le trouble bipolaire ne restera pas, dans le fond, comme ça. C'est que ça va avoir comme impact d'avoir des impacts sur ma santé mentale parce que je ne peux pas rester toujours dans un high. Donc, cette personne-là va aussi avoir ces périodes comme de down. Puis, c'est là, dans le fond, que va avoir tendance à apparaître davantage des comportements dépressifs. Fait que plus, dans le fond, ça avance dans le temps, plus cette personne-là évolue dans le temps, plus les épisodes dépressifs vont se manifester, puis ça va prendre comme moins de temps avec les périodes dépressives se manifestent. C'est souvent dans le long terme que ces gens-là vont être diagnostiqués parce que c'est comme au début, dans la jeune vingtaine, ils sont fringants, ils ont plein d'énergie, là, ils s'en vont vers des grands projets. À un moment donné, il arrive une bad luck, ils vont mettre un pied à terre, OK, ils se relèvent de ça. Ah, un autre pied à terre à un moment donné, un autre brique qui arrive, des choses comme ça. Puis ça va comme être la répétition de ça qui va faire en sorte que ces gens-là, un jour, vont peut-être, dans le fond, être diagnostiqués. Mais un diagnostic de bipolarité, tu sais, c'est un psychiatre, dans le fond, qui va le faire. Fait que c'est pas juste ton médecin généraliste. Donc, c'est pour ça qu'au niveau statistique, qu'on a très peu, dans le fond, tu sais, on parle de 3 à 4 % de la population qui peut être atteinte d'un trouble bipolaire, mais chez les entrepreneurs, on parle à peu près de 10 %. Mais qui sont diagnostiqués. Mais c'est potentiellement plus que ça parce que c'est pas beaucoup de gens qui vont aller vers les services. Puis, un coup qu'ils y vont, il faut que tu te rendes quand même à plusieurs épisodes comme dépressifs pour avoir accès, mettons, aux spécialistes puis être à ce moment-là diagnostiqué. Puis, tu sais, on parle depuis tantôt de l'image des autres, de la pression. Fait qu'il doit y en avoir beaucoup aussi qui doivent se dire « Ah, ça va passer, je suis pas pire qu'un tel. » L'autre, il y en a eu un down, moi aussi, puis ça va passer. Il y a beaucoup de gens qui si je me prends l'expression, s'auto-diagnostiquent puis qui disent « ça va aller mieux tantôt. » Oui, c'est ça. Puis, tu sais, puis en même temps, ils n'ont pas tort parce que, tu sais, c'est comme, on a toutes nos périodes tough dans la vie, puis toutes les périodes tough sont temporaires. Mais c'est comme, quelque chose de temporaire finit par passer, mais quand tu t'en vas toujours te remettre comme dans une situation comme pas possible, puis que tu te retrouves avec trop de responsabilités par rapport aux ressources que tu as, ça l'amène le sentiment d'impuissance. Et là, cette impuissance-là va amener, dans le fond, à faire augmenter le sentiment de détresse, le sentiment de jamais être à la hauteur, puis que 24 heures dans la journée que c'est passé. Fait que ça va amener, dans le fond, toutes les sauts d'humeur, l'irritabilité, les difficultés relationnelles aussi à travers comme de façon plus récurrente. Exactement. Fait qu'écoute, moi, mon objectif, c'était vraiment comme d'amener la réflexion, de voir que, tu sais, il ne faut pas percevoir seulement que les bons côtés chez nos voisins qui semblent réussir au niveau, dans le fond, de leur entreprise, qui semblent prendre la croissance, semblent être capables de tolérer le risque, puis qu'eux sont donc capables, puis que on ne connaît pas, dans le fond, qu'est-ce qui se passe réellement dans chacune des entreprises. Puis quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte que, OK, il y a des enjeux pour tout le monde et qu'à partir de là,
bien, on doit se ramener à moi, qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise et comment moi je me sens dans la mienne, puis c'est quoi mes objectifs, moi, dans mon entreprise et non en comparaison avec celle des autres. Puis autant dans nos entreprises que dans nos familles aussi, c'est la même chose. Moi, si mes enfants, présentement, on fait pas de vacances pendant 2 semaines, bien, il faut que je sois bien avec cette idée-là, puis que je ne me sente pas coupable, puis que je m'ajoute de la pression parce que là, j'ai l'impression de ne pas faire ce qu'il faut comme parent. C'est comme si moi, je suis bien avec mes décisions, que j'ai un plan, que j'ai une structure et que c'est en cohérence avec mes valeurs dans ma vie, bien, je vais avoir une vie, dans le fond, qui va être plus satisfaisante aussi. Fait que ça entraîne quand même une certaine réflexion puis une prise de conscience là, qui est super importante, qui a déjà existé, puis on l'a dit tantôt, on ne peut pas comparer le niveau d'entrepreneur d'un producteur à l'autre. C'est pas parce que tu es un producteur agricole que tu es tout au même niveau. Là. Ça, c'est quelque... Fait que tu nous amènes vraiment... J'aime les pistes de réflexion. Là. Même moi, personnellement, là, ce soir, je pense que je vais avoir quelques questions à répondre avant de m'endormir, mais c'est le but. C'est le but de nos discussions. Oui. C'est vraiment d'amener les réflexions. Puis, on parlait des côtés négatifs des réseaux sociaux, mais il y a quand même des côtés positifs. On peut trouver certains services. On pense peut-être à la vraie nature psychosociale qui peut nous donner un petit coup de main. On parle aussi de l'association au cœur des familles agricoles qui déploie le réseau de travailleurs de rang, travailleuses de rang, parce que c'est plus souvent des personnes féminines qui déploient le service dans pratiquement toutes les régions du Québec, dont celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, oui, exactement. Puis je te dirais que, tu sais, une des clés là-dedans, c'est que même au niveau, dans le fond, de nos organisations qui viennent, dans le fond, supporter nos producteurs, nos entrepreneurs agricoles, bien, qu'on doit peut-être se soucier maintenant un petit peu plus de l'aspect humain par rapport à tout ça. Parce qu'on a mis beaucoup d'emphase pour que les agriculteurs soient supportés au plan agroéconomique, au niveau des institutions financières et tout ça. C'est comme, OK, ça nous plante ils veulent avoir, dans le fond, tu sais, on veut avoir des gens qui vont venir apporter un œil comme neutre au niveau de la prise de décision, au niveau des finances, la gestion des budgets, OK, au niveau de l'agroenvironnement et tout ça. Mais en même temps, on oublie, dans le fond, de s'occuper de l'humain, tu sais, en arrière de tout ça. Fait que je pense que ça devrait être aussi quelque chose que, comme société, on a à se poser des questions pour voir comment on pourrait implanter davantage de réseaux de support. Tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué dans les dernières années. Déjà, les travailleuses de rang, c'est quelque chose, dans le fond, qui est vraiment comme une bonne chose. Mais est-ce que c'est suffisant, tu sais? Est-ce qu'une institution financière pourrait, à la place d'exiger d'avoir, exemple, un conseiller en gestion, pourrait exiger que son producteur, qui présentement est en déficit financier parce qu'il a pris des mauvaises décisions, des décisions, dans le fond, qui a fait des dépenses excessives, bien, est-ce que ces gens-là pourraient venir à exiger, c'est ça, dans leur plan de suivi, de dire, bien, moi, j'exige que mon producteur ait des rencontres régulières avec un intervenant spécialisé au niveau de la psychologie, de l'intervention et tout ça, pour amener cette personne-là à être accompagnée dans ses choix. Parce que, tu sais, c'est comme... Il y a tout le côté médical aussi qu'on peut utiliser, tu sais, avec l'utilisation des médicaments, parce que, tu sais, tantôt, je vous ai parlé de bipolarité. Bien, la bipolarité, dans le fond, va se traiter avec, dans le fond, le côté médical. Il peut y avoir des prises de médicaments qui vont aider le cerveau, dans le fond, à tomber moins dans des excès. On ne dénaturera pas la personne, mais ça va faire en sorte que ça va venir inhiber, dans le fond, certaines impulsions, puis ça va garder ça comme un petit peu plus sous contrôle. Puis si on combine ça avec un plan d'action plus au niveau des relations humaines, bien, ça va faire en sorte que, c'est ça, moi, tu sais, je parle un peu, mettons, d'avoir des suivis psychosociaux, des trucs comme ça. Bien, là, on vient combiner comme 2 choses qui viennent travailler au niveau du facteur humain, relationnel, communication, qui apportent une belle complémentarité. Vraiment, parce que on parle de prévention partout. Le système de la santé nous parle qu'il voudrait faire de plus en plus de prévention. Si je me fais un comparatif facile, on fait toute la prévention sur nos véhicules. Quand c'est comme là c'est les semences ont commencé, tous les tracteurs étaient prêts depuis un bout. Mais la prévention psychologique, on n'y pense pas. On va aller voir, on va consulter quand ça va être tombé. Bien, c'est ça. Puis c'est parce que ces gens-là qui sont dans la zone, je vous dirais, en haut du 50e percentile dans mon échelle de persévérance agricole, c'est que c'est des gens qui sont tellement convaincus qu'eux ne verront pas comme obstacle les impacts négatifs qu'ils sont en train de vivre. Parce que c'est des gens qui sont tellement comme
avec le sentiment qu'ils font la bonne chose, qu'ils vont continuer, dans le fond, d'aller vers Puis leur en objectif. Plus, que c'est le modèle qu'ils voient partout. C'est ça, qui est valorisé. Je peux pas me tromper. C'est comme, même s'ils vivent des sentiments, dans le fond, négatifs, ils vont comme les nier, puis ils vont comme remettre ça sur la faute de l'environnement. Ben, tu sais, c'est les autres qui sont trop exigeants, puis c'est les autres qui sont incompétents, puis tu sais, qui voient ça comme étant négativement. Ça peut-tu aller même aussi loin de dire, ça se peut pas que je sois hyper heureux? Tu sais, j'ai le plus gros tracteur, j'ai la plus grosse ferme, tout va bien, ça se peut pas que je sois pas heureux. Ils doivent se le dire des fois, ça. Écoute, parce qu'ils se comparent, comme tu disais, avec les modèles. Ils ont réussi à atteindre le modèle qu'ils ont vu, mais ils sont pas plus heureux qu'ils étaient. Bien, c'est ça. C'est que c'est jamais assez. C'est sûr. C'est jamais assez parce que, en tant que tel, c'est que, tu sais, quand tu vises la croissance, c'est à l'infini, là, qu'on peut continuer de se développer puis de prendre la croissance. C'est ceux-là qui ont une entreprise qui, tu sais, si tu as 30 kilos au jour, tu en veux 50, puis si tu en as 50, tu en veux 100, puis si tu en as 100, tu en veux 200, puis tu sais, fait que l'humain est fait comme ça. Fait que, tu sais, mais c'est pour ça que ces gens-là vont être très difficiles à emmener vers les services parce qu'eux ne se remettent pas eux-mêmes en question. Fait que c'est l'environnement qui leur met des bâtons dans les roues. Fait que c'est pour ça que moi, je pense qu'on a tout intérêt à venir, dans le fond, sensibiliser aussi les acteurs autour parce que qui mène, dans le fond, sur les entreprises agricoles, qui est capable de mettre le frein, souvent, ça va être les institutions financières. Si toi, tu as des projets, ça te prend de l'argent, puis pour avoir de l'argent, ça te prend hockey dans le fond des banques. Fait que si la banque, elle vient de dire, ben écoute, ton projet, on peut pas le faire, ou on peut le faire, mais voici les conditions, puis dans les conditions, c'est que tu vas devoir aller chercher des services pour t'accompagner, toi, au niveau d'avoir un plan personnel de cheminement, d'évolution à travers tout ça, puis ça va venir sécuriser aussi, dans le fond, toute l'entreprise. Fait que... C'est ça. Fait que moi, je pense qu'il faut aussi que ça passe par là, pas juste par la prévention chez nos producteurs puis leur dire d'aller chercher de l'aide. Il faut aussi utiliser, dans le fond, il faut que tout le réseau se mobilise. C'est ça. Parce venir, on peut avoir une autre petite comparaison facile. Tantôt, on parlait que oui, le producteur a des obligations envers son troupeau, mais il y a beaucoup de monde, puis les animaux ont aussi des obligations envers le producteur. Parce que si le producteur n'est pas là, il y en a beaucoup qui sont perdants, là. Autant l'Institut financier que bien des gens. Fait que faut, je comprends. Il faut remettre la place importante du producteur au centre du réseau. Puis il faut que tout le monde autour souffle dans le même sens. Exactement. Hey, mais je pense qu'on amorce une super belle réflexion. On le répète, n'importe qui nous écoute, qui a des cloches qui ont sonné, faut parler, hein? Je me trompe pas. Il faut en discuter, il faut en parler à n'importe quel niveau, mais il faut au moins que si c'est élevé quelques cloches, il faut au moins en parler avec une personne. Exactement. Puis pour ceux, dans le fond, qui sont les proches de ces gens-là, qui voient, dans le fond, dans des excès, puis en train, dans le fond, de s'enfoncer dans de la détresse, des choses difficiles, c'est comme un des trucs, c'est de se mettre en équipe aussi ensemble. Oui. Fait que pour approcher ces producteurs-là, pour les amener comme à aller vers les services aussi, là. Fait que de ne pas le faire de front toute seule, c'est comme, OK, si tout le monde on a le même discours puis qu'on le fait ensemble, bien, il y a plus de chances aussi de permettre à la personne de faire des prises de conscience aussi. Puis il faut, du moins si je me trompe, il faut en parler. Tu sais, si, mettons, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui puis qui reconnaît beaucoup de choses qu'on a dit puis que lui vit ça, c'est pas de dire, OK, bon, demain matin, je m'en vais tout de suite chez le psychiatre. OK, t'es mieux de commencer à en parler. Parle-en peut-être avec ta conjointe, avec tes amis, tranquillement. Puis, tu sais, de voir, puis de pas se gêner de suivre la situation. Bien, tu sais, moi, je dirais, là, le premier indicateur, là, c'est comme, posez-vous la question, là, puis demandez-les aux autres. OK. Comment toi, tu me vois? Comment toi, tu me vois? C'est bon, ça. Comme entrepreneur. Tu trouves-tu que je prends des bonnes décisions? Tu trouves-tu que je prends trop de risques? Tu sais, c'est comme comment tu me vois. Fait que si déjà on part, dans le fond, d'aller poser la question, on vient démontrer d'ouverture, donc les autres vont être plus à l'aise de nous donner, dans le fond, la vérité. Fait que, tu sais, ça, je vous dirais que c'est comme très, très pertinent de passer par... c'est sûr que ça, si nous, on fait des prises de conscience pour soi-même en premier, bien, on a déjà, dans le fond, une bonne partie du processus, là, fait qu'on, qui est déjà avancé. Là. On peut-tu se permettre de donner un petit devoir à nos auditeurs? Ce serait de poser la question à au moins une personne près d'eux. Ouais. Comment tu me vois comme entrepreneur? Oui. C'est bon, j'aime ça. C'est une bonne idée, ça. Très j'adore. Bon. Je pense qu'on pourrait terminer l'émission là-dessus. On amène nos auditeurs à un certain devoir. Fait qu'un énorme merci, Mélissa. J'ai déjà hâte à la prochaine discussion. Bien, ça me fait grandement plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.